Monsieur le Président, chers collègues, le gaz, l'électricité et Cahors, ainsi pourrait se schématiser la somme des contraintes qui pèsent aujourd'hui sur le budget régional. Cahors, c'est la destination qui s'offre à nous, puisque l'État s'est souvenu qu'il n'avait fait que suspendre son dispositif pendant la crise sanitaire. Cahors, ou plus précisément parce qu'on ne sait pas encore comment il s'appellera, le nouveau contrat de confiance que propose l'État aux grandes collectivités locales et que celles-ci rejettent, n'est rien de plus qu'une mécanique de mise sous camisole des dépenses de fonctionnement et il ne constitue pas plus un contrat que ne l'était le CPER dernière génération. Quant à la confiance, elle ne se construit pas à coup de décrets pour fixer les retraitements, ni à coup de sanctions sur les aides à l'investissement des mauvais élèves. Au passage, l'État lui-même a tellement confiance dans son dispositif qu'il a déjà prévu le parachute sous forme de subventions exceptionnelles, parce que dans ce pays, on préfère toujours les subventions aux ressources propres et à l'autonomie fiscale et financière des collectivités. Le plus extraordinaire dans cette affaire, c'est que l'État propose de réactiver Cahors à un carrefour historique d'envolée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, à un moment où l'État lui-même revalorise le point d'indice de la fonction publique et enjoint les employeurs à répercuter sur les salaires la poussée inflationniste. Eh bien, nous ramener au Cahors dans ce moment précis d'envolée des charges de fonctionnement relève de la montée au filet, non seulement sans chaussures, mais aussi sans raquettes. Et quand Stéphane Perrin, consterné, nous rapporte que le ministre Attal a récemment proclamé sa volonté d'en finir avec, je cite, le micromanagement des collectivités locales, nous ne pouvons que partager la consternation et la sidération du vice-président. Nous croyons avoir affaire à des jacobins au gouvernement. Ce n'est même pas ça. Nous avons affaire aux chérubins de la Start-up Nation qui nous donnent des leçons en responsabilité dans la langue du management d'entreprise et avec une maîtrise somme toute assez superficielle de cette langue, car ce n'est même pas comme si M. Attal pouvait se prévaloir d'une expérience robuste dans le monde de l'entreprise. Alors moi, à tout prendre, j'aime encore mieux traiter avec la bonne vieille droite quand elle défend les libertés locales, pour citer vos mots, Madame Le Callennec. C'est mon penchant tocquevillien. Au moins, avec cette droite-là, nous savons à qui nous avons affaire. Mais nous ne comprenons pas la ligne politique du gouvernement macroniste qui se déploie au travers de dispositifs infantilisants tels que ces pactes ou ces contrats de Cahors. Et là, je m'adresse à nos collègues de Nous la Bretagne. Pouvez-vous vous satisfaire, sans piper mot, du déploiement de tels dispositifs et de l'expression d'un ministre, ancien porte-parole du gouvernement, qui assimile les arbitrages négociés avec les collectivités locales à du micromanagement? Que direz-vous si demain, les dépenses liées à la desserte TGV jusqu'au Finistère, dont nous savons qu'elle n'est rentable que jusqu'à Rennes, sont réintégrées dans l'assiette du calcul et que toute notion de contrat négocié localement devient impossible? Nous sommes à des années-lumière de la grammaire de l'autonomie. Pourtant, il y a 2 jours, mardi dernier, nous discutions au sein de notre groupe de travail sur l'autonomie d'un amendement présenté par votre groupe des macronistes et des centristes qui visait à placer la Bretagne plus résolument sur une voie de différenciation. Et à aucun moment je ne doute de la sincérité des élus, et en particulier de l'élu qui ont défendu cet amendement. Mais alors, chers collègues, comment résolvez-vous le hiatus entre demande d'autonomie pour la Bretagne d'une part et recentralisation au forceps d'autre part? Chers collègues, cela a été dit à plusieurs reprises, l'hiver va être rude pour nos concitoyens et en particulier pour les plus vulnérables entre eux, qui sont souvent ceux qui vivent dans les passoires thermiques, c'est-à-dire qui ont du mal à payer leurs factures, mais qui souffrent non seulement du chaud l'été et du froid l'hiver. L'hiver va être rude aussi pour nos entreprises. La Banque de France prévoit qu'à moyen terme, 150 000 entreprises qui aujourd'hui se portent bien pourraient faire faillite.
Et à très court terme, on voit bien que nous avons un enjeu majeur de gestion de la crise. Que se passera-t-il si le réseau tombe et que nous entrons dans ce qu'on appelle le délestage? Qui seront les établissements qui seront déconnectés du réseau? À moyen et long terme, on voit bien qu'on a une crise structurelle de l'énergie qui déborde très largement la conjoncture géopolitique et que nous avons besoin de politiques d'économie d'énergie qui reposent à la fois, cela a été dit, sur des politiques de mobilité robustes, sur le déploiement du ferroviaire, sur une massification de la rénovation thermique. Et tous ces défis, nous ne pourrons les mener qu'en augmentant à court terme, mais aussi probablement à moyen terme, les dépenses de fonctionnement. Et nous considérons que le bon fonctionnement des lycées, la desserte, le service de desserte de nos îles, que le service des trains express régionaux, eh bien, c'est un investissement et pas seulement une dépense de fonctionnement, c'est un investissement dans l'avenir. Merci madame. La parole à